Salut tout le monde, aujourd'hui on revient sur le Canon R5 Mark II et sur le Canon R1. Énormément de choses à dire dans cette vidéo qui va être probablement longue. Un grand merci pour votre soutien suite à la première vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. On commence par un débrief des réactions internationales et je dois dire que le Canon R1 est vraiment en train de passer un sale quart d'heure parce que les critiques sont extrêmement dures. Tout simplement, on a Petapixel par exemple qui dit que le Canon R1 semble précipité alors même que il a bénéficié de 3 ans de développement supplémentaire. On a Jordan Drake qui dit que on a l'impression qu'aujourd'hui, la capacité de Canon à développer des capteurs est à des années de ce que sait faire Sony. On a Peter McKinnon, qui est le créateur international le plus connu, représentant de Canon, qui a fait toute sa carrière avec des 1DX, qui dit moi, le Canon R1, pour moi, c'est pas un flagship. Et je suis désolé, mais je ne l'utiliserai pas parce que moi, je vais utiliser un Canon R5 Mark II. On a Tony Northup qui dit que le Canon R1 est une énorme déception. En fait, voilà, je pourrais les lister vraiment pendant un moment parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui dit autre chose. Et voilà, la majorité des gens disent mais est-ce que ça, c'est vraiment le flagship de la marque? Est-ce que c'est 24 millions de pixels seulement? Est-ce que, désolé Canon, ça, c'est pas un flagship? Et apparemment, les premiers chiffres de précommande sont plutôt timides, à l'instar de ce qu'avait rencontré Sony avec son A9 III. À l'époque, on a dit, bah oui, mais c'est parce que Sony a fait le choix d'avoir une mauvaise montée en ISO. Là, on voit que le Canon R1, il a une superbe montée en ISO. Ce Canon a fait des choix conservateurs, justement, pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Et pourtant, on a l'impression que ça ne va pas convaincre beaucoup plus que le Sony A9 III. Et j'en viens à me demander, est-ce que finalement, Canon et Sony ne sont pas en train de se tromper en imaginant qu'en 2024, un flagship peut avoir, entre guillemets, que 24 millions de pixels, comme un Canon R6 Mark II, comme un Z6 III qui a un capteur semi-empilé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'avoir un flagship avec ce genre de spécifications, ou est-ce qu'un flagship, ça doit forcément être de la haute résolution? Alors évidemment, je sais que ce genre d'appareil va se destiner à des photographes de presse, à des agences qui, eux, probablement veulent ce produit-là. Mais moi aussi, je connais des photographes de presse qui aujourd'hui sont passés au Nikon Z9 ou au Sony A1, juste pour dire, tous les photographes de presse ne sont pas omnibulés par avoir que 24 millions de pixels. À voir si pour les constructeurs, produire ces boîtiers-là qui visiblement s'en vendent de moins en moins, ça va être rentable dans les années à venir, ou est-ce qu'ils vont pas devoir changer leur fusil d'épaule pour se dire non, notre flagship, l'appareil dont on est le plus fier, ne peut pas avoir que 24 millions de pixels. Ça, c'est un débat qui est ouvert. Moi, j'ai pas la réponse. J'analyse juste les critiques et a priori le nombre faible de ventes que serait en train de rencontrer Canon R1, qui, je rappelle, sort dans plusieurs mois, et en tout cas que rencontre le Sony, qui lui est sorti il y a plusieurs mois. Pour le Canon R5 Mark II, les réactions sont diamétriquement opposées. Tout le monde est bluffé par le Canon R5 Mark II. Malgré tout, certains disent bah oui, mais moi, si je fais pas de sport et si je fais pas de vidéo, pour moi, les avancées, elles sont pas incroyables. Typiquement, le Canon R5 est un super appareil pour faire de l'animalier. Vous avez été nombreux à l'adopter. Et là, c'est vrai qu'on n'a même pas eu une seule slide sur l'animalier. On ne sait pas si le tracking est meilleur, sur la détection est meilleur. Et surtout, certains déplorent que la qualité d'image ne progresse plus. Pas de meilleure dynamique, pas de meilleure montée en ISO en photo. Et là, probablement qu'on a atteint un palier technologique chez tout le monde et qu'aujourd'hui, les constructeurs sont obligés de développer autre chose. Mais sur la qualité d'image, c'est difficile aujourd'hui de faire évoluer les produits. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout le monde a salué l'autofocus qu'a introduit Canon avec ce R1 et ce R5 II. Canon a toujours eu comme cheval de bataille de proposer le meilleur des autofocus. C'était le cas, c'est comme ça qu'ils sont revenus dans la bataille des hybrides avec le R5 et le R6 après avoir fait peur à tout le monde avec le Canon EOS R. Et je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils vont continuer à être leaders au niveau de l'autofocus parce que je pense que c'est assez unanime dans ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu. Tout le monde dit que cet autofocus-là est bien supérieur au meilleur des autofocus aujourd'hui disponibles chez Sony. Il est meilleur dans la détection, il est meilleur dans le suivi, il est meilleur dans le tracking d'objets complexes quand vous avez beaucoup de distractions. Et maintenant, en plus, avec cette intelligence artificielle qui permet en plus d'analyser l'image, on voit que Canon est en train de se diriger vers un univers aujourd'hui qu'on n'avait encore jamais atteint, notamment avec la détection de l'œil, qui aussi permet de regarder où voit notre œil pour faire la mise au point, ce qui va donner encore plus d'indications à la caméra. Toutes ces technologies-là font qu'aujourd'hui, quand même, je pense qu'ils ont réussi leur coup. Si le but était d'avoir le meilleur des autofocus et que tout le monde fasse waouh sur l'autofocus que propose Canon,
Je pense quand même que cet objectif-là, aussi bien sur le R1 que sur le R5 Mark II, il a été atteint par Canon. Maintenant, vous avez eu beaucoup de questions en dessous de ma vidéo. Bon, la première, elle est par rapport à ma voix, énormément de commentaires sur le fait que j'avais une voix particulière. J'étais pas dans mon environnement de base, c'était une vidéo qui était extrêmement difficile pour moi à faire. En fait, je suis parti à Munich, j'ai dû décaler un voyage à New York de 2 jours. Je suis parti à Munich pour faire l'événement de lancement de Canon. Je passais 12 heures dans l'avion à trier mes photos et à préparer cette vidéo que j'ai enregistrée dans ma chambre d'hôtel à New York, que j'ai montée à New York. Vraiment, pour le coup, c'était vraiment pas simple pour moi. Et donc, effectivement, à la fin, je me suis retrouvé avec une voix bizarre sans que je sache pourquoi, sans que j'ai rien fait de particulier. Est-ce que c'était un défaut du micro? Franchement, j'en sais rien. J'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Certains sont un peu déçus que sur le Canon R5 II, on a une vitesse maximale de 1,8 millième, même en obturateur électronique. Et moi aussi, j'ai été particulièrement déçu. Je dois dire que je comprends pas ce choix de Canon. On a envie de mettre un 85 1.2, 1,8 millième de seconde. On est toujours quasiment en pleine journée. On va être obligé de mettre des ND. Donc clairement, ça fait partie des points sur le R5 Mark II qui moi aussi m'a déçu. D'accord, mais dans ce cas-là, est-ce qu'un R5 Mark II ne devient pas plus intéressant qu'un Canon R3? Et je dois dire que probablement oui, hein. Moi j'ai tendance à dire que c'est vrai que ce R5 Mark II aujourd'hui va faire beaucoup d'ombre au Canon R3 s'il reste sur le marché, parce que les atouts du Canon R3 vont être beaucoup plus maigres, hein. Ça va être l'autonomie, ça va être le format monobloc, ça va être peut-être un meilleur rolling shutter, mais pas de beaucoup. C'est clair que ce R5 Mark II avec ce nouvel autofocus, pour moi, il est plus intéressant aujourd'hui qu'un Canon R3. Est-ce qu'il faut toujours autant recalibrer l'eye autofocus? C'était quelque chose qu'on reprochait énormément au Canon R3, c'est-à-dire que sans arrêt, lorsqu'on voulait utiliser le pilotage de l'autofocus par l'œil, on était tous les jours, on était obligé de recalibrer certaines fois 3 ou 4 fois par jour. J'ai pas assez d'expérience avec cette nouvelle génération pour savoir est-ce que ça va être toujours le cas ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel Canon a progressé. Superbe test d'introduction. Est-ce qu'on a toujours cette infâme limitation de la vidéo de 30 minutes? Non, on l'a plus. On l'a plus du tout. C'est que le Canon R5, il commençait à se faire vieux, hein. Il y a 2 générations, moi j'estime depuis, hein, puisque le Canon R3 avait lancé une nouvelle génération dont n'avait jamais bénéficié le Canon R5. Et donc maintenant, on a encore une nouvelle génération avec le Canon R1 et le Canon R5 Mark II. Il passe directement de la technologie qu'avait le Canon R5 à la technologie du Canon R1. Ça fait une avancée absolument énorme entre 2 générations. Certains qui demandent des infos concernant le DPP pour Lightroom. En fait, je suis quasiment un des seuls à avoir parlé de ça. Certains même doutent de ce que je peux dire. Alors moi, je peux vous assurer que Canon nous l'a bien présenté. Officiellement, hein, c'est pas un truc officieux. Je ne sais pas du tout quand est-ce que Canon va le lancer. Peut-être, j'imagine, en même temps que le Canon R5 Mark II le 20 août. Est-ce que ça va être pour tous les boîtiers ou que pour ces nouveaux? Là aussi, j'ai pas du tout d'informations sur ça. Si j'ai les infos, je vous les mets en commentaire épinglé. J'ai interrogé Canon. S'il m'apporte la réponse à ça, je vous mets ça dans un commentaire épinglé sous la vidéo dès que je l'ai. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrive. Est-ce que le R5 II est équipé d'une puce GPS? La réponse est oui. Le R5 II a une puce GPS et ça aussi, ça fait quand même une belle diff. Et ça montre à quel point le R5 II, c'est lui le flagship en fait. Et un R7 Mark II dans la même veine, est-ce que c'est plausible? Oui, moi j'y crois à fond, hein. La Canon, c'est sûr et certain, ils vont dérouler cette nouvelle génération d'autofocus avec cette puce IA dans tous leurs boîtiers. Moi je crois à un R6 Mark II, je crois à un R7 Mark II avec ces technologies-là. C'est vraiment plausible. Certains se posent la question, est-ce que le panning assist, donc l'assistance au filet qu'avait introduit Canon avec le Canon R3, est-ce qu'ils sont dans ces nouveaux boîtiers-là? Alors moi, j'ai cherché dans mes captures de menu du Canon R5 et je peux vous dire que cette fonction-là n'est pas dans le Canon R5 Mark II. Par contre, j'ai pas pris le temps sur place de capturer tous les menus du Canon R1, donc j'ignore si Canon l'a remis sur son Canon R1. Mais c'est vrai que c'est étonnant que le Canon R5 Mark II n'ait pas récupéré cette fonction-là alors qu'il avait tout récupéré jusqu'à là. Le nouveau grip, vous savez, avec la ventilation active, on peut maintenant l'associer au R5 Mark II. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on dit adieu à un R5C Mark II? Pour moi, oui. Il n'y aura pas de suite au R5C Mark II, qui était un produit un peu bâtard entre l'univers photo, l'univers vidéo. Pas d'autonomie, pas de stabilisation. Je pense sincèrement que Canon a fait en sorte d'intégrer toutes les technologies issues de la ligne cinéma à l'intérieur du R5 Mark II, justement pour plus avoir besoin de faire un R5C2. Autre question, est-ce qu'on peut faire de la 6K ou de la 8K en compressé, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé de faire du RAW si on veut faire de la 6K ou de la 8K?
À ma connaissance, d'après ce que j'ai lu, sur le Canon R1, on est obligé de faire du RAW si on veut faire de la 6K. Par contre, sur le Canon R5 Mark II, on a la possibilité de faire de la 8K en compressé, d'après ce que j'ai lu. J'en suis pas sûr à 100%. Est-il possible de faire du Super 35 en 4K 120 comme le A9 III? Ben écoutez, ça je sais pas. Je vous le mettrai en commentaire épinglé dès que j'aurai la réponse. Pour le R5 II, je suppose que tu vas comparer la dynamique entre les deux types de capteurs. Alors oui, je vais le faire, mais sachez que Canon a d'ores et déjà annoncé qu'on restait sur du RAW 14 bits en obturation électronique, ce qui veut dire mécaniquement que vous aurez la même dynamique en obturation mécanique qu'en obturation électronique sur cette génération de boîtiers-là, contrairement à ce qu'on avait dans la précédente génération, et je vous confirme que les deux ont un GPS. Brice nous dit clairement se souffler le Canon R1, je croyais au Global Shutter, du coup il n'y aura pas de Canon R3 Mark II. Moi je pense sincèrement que effectivement il n'y aura pas de Canon R3 Mark II. Bon et merci, mais vous êtes nombreux à me dire que vous attendez le test complet pour vous positionner sur ce boîtier-là. Tous ces tests classiques-là, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir les faire là d'ici la fin de l'été. Je pense que j'ai rien d'organisé en tout cas avec Canon France. Donc vous attendez pas à un test qui arrive là d'ici 15 jours. Je sais que j'ai des copains aux États-Unis qui ont récupéré des boîtiers, mais je crois que c'est pas prévu pour nous. Donc probablement que c'est IPLN le 20 août qui va m'envoyer les boîtiers et c'est là que je vais réellement pouvoir débuter mes tests. En tout cas, certains m'interrogent aussi sur la possibilité d'une nouvelle masterclass parce que tout ça paraît un tantinet complexe. Là aussi, je m'interroge, j'ai pas mal de contraintes qui fait que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir la réaliser, mais voilà, peut-être que ça peut changer dans le futur. On en reparlera. En tout cas, voilà, aujourd'hui, il n'y a rien de spécial sur ce modèle-là en termes de masterclass, contrairement à ce qu'il y avait eu pour tous les anciens Canon. Allez, on avance et notamment sur le rolling shutter du capteur. Il y a ce petit tableau publié par Tony Northup qui m'a intéressé. On peut voir un peu la hiérarchie. On se rend compte que le R5 Mark II, il est quasiment aussi rapide qu'un Canon R3. C'est quand même un beau signe. Tout à l'heure, quand je disais qu'il n'y avait plus beaucoup de raisons de choisir un Canon R3 par rapport à un R5 Mark II, on le voit un peu sur ce tableau-là. L'autre manière de le voir, c'est qu'un R5 Mark II est quand même à un rolling shutter quand même beaucoup moins rapide qu'un Nikon Z8. Un Nikon Z8 placé au même prix qu'un R5 Mark II, voire moins cher, a un rolling shutter meilleur que le R5 Mark II. Par contre, le Canon R1 a le meilleur capteur empilé disponible aujourd'hui sur le marché, mais voilà, Sony a un global shutter qui lui n'a plus du tout de rolling shutter. Et donc on revient à nos boîtiers pour dire que quand même le cœur de tout ce que vient de présenter Canon, c'est cette nouvelle puce Digic Accelerator, c'est le nouveau processeur de chez Canon. Ils ont gardé le Digic X auquel ils délèguent des informations, mais on voit que le capteur discute surtout avec le Digic Accelerator. Et en fait, il faut bien se rendre compte de ce qu'a dû faire Canon. C'est-à-dire que maintenant, on a un boîtier qui analyse ce qu'il est en train de voir. Il analyse déjà le corps humain pour un peu trouver toutes les articulations pour savoir où faire la mise au point et où est la tête. Et ils ont dû apprendre la science du jeu. En fait, le Canon a dû leur apprendre, par exemple, ce que c'est une tête au football, ce que c'est un tir, ce que c'est une passe. Et il se sert de tout cet apprentissage de la science du jeu pour savoir où est-ce qu'il doit faire la mise au point. Et sur le terrain, je dois dire que allez voir toutes les vidéos qui ont été publiées, mais clairement, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de désactiver. Certes, ce n'est pas parfait pour l'instant, mais l'aide qui est déjà apportée par cette fonction-là est déjà inestimable et va sauver énormément de photos. Et ça, c'est sûr que c'est limité au basket, au volley et au football. Si vous n'en faites pas, la priorité action, vous n'allez pas l'utiliser. Mais l'avancée de l'Human Pose Estimation, c'est-à-dire de trouver les articulations et d'être capable de passer du devant de la tête au derrière de la tête, au buste, et de savoir à tout moment où est le sujet humain, cette avancée-là, tout le monde va en profiter à partir du moment où vous êtes en train de photographier des sujets humains qui portent des lunettes, qui portent des chapeaux. Mais évidemment, on peut toujours faire mieux. Il y a encore des cas maintenant où ils se plantent. Typiquement ici, on va le voir que je suis sur la tête du breakdancer et à un moment donné, il va se mettre à faire la mise au point sur le coin en bas à droite. Maintenant, sans qu'on comprenne pourquoi. Moi, je vous invite vraiment à aller voir la dernière vidéo de Jared Pollins dans laquelle il vous fait une démonstration de cet autofocus-là. Il a pu confronter les boîtiers à plus de sport que ce que moi j'ai pu le faire. Et on se rend compte de la puissance de l'autofocus. Et sa conclusion, il a testé aussi énormément l'A9 III, c'est qu'il n'a jamais vu un autofocus aussi performant. Et là où il va être très bon, c'est pour récupérer par exemple quand un sujet a été obstrué. Ou là où avant ça pouvait lui poser des questions, c'est quand vraiment on voit pas bien le sujet humain. On va voir ici dans cette vidéo-là que le sujet humain, waouh, c'est quand même compliqué pour le boîtier de savoir où est-ce qu'est le sujet humain. Il y a des lunettes, il y a un petit trou, on s'y comprend pas. Mais le boîtier, regardez, le R3 ici avait vraiment du mal par exemple à savoir où faire la mise au point. Ici, il y arrive.
Allez, quelques menus à vous montrer. Déjà pour vous dire que cette priorité action, vous pouvez la mettre sur un bouton. C'est-à-dire que la priorité action, on peut l'activer ou la désactiver à volonté très très rapidement. Donc ça, c'est la première chose à savoir parce que certains sont inquiets un peu de la manière dont ça va se passer. Ensuite, on a toujours l'enregistrement de réglage complet de l'autofocus qui permet de passer d'un ensemble de réglages, par exemple liés à un sport ou à une configuration à un autre très rapidement. On a toujours du Sero, on n'a pas une nouvelle génération de Sero, c'est toujours l'ancien Sero qui est utilisé. On a encore une évolution des menus autofocus par rapport à ce qu'on avait sur le Canon R3. Donc quand je vous dis qu'on a passé 2 générations d'un coup, c'est vraiment le cas. En fait, ce qu'ils ont ajouté, regardez, c'est cette ligne du bas ici, avec le petit cadenas. En fait, on a la ligne du haut maintenant qui comporte toutes les intelligences, qui comporte le tracking, qui comporte aussi le fait que vous pouvez par exemple cibler n'importe qui. Je cible le buste d'un joueur, automatiquement ça va remonter sur l'œil. Donc toutes ces technologies-là, vous les avez sur toutes les modes autofocus que vous avez en haut. Par contre ici, sur le cadenas, ça veut dire que vous ne voulez pas de tracking, vous ne voulez pas d'intelligence en fait. Vous voulez juste faire la mise au point derrière le collimateur comme on le faisait par exemple au temps des réflexes. Et avant, ça vous obligeait à aller à un menu particulier qui n'était pas toujours facile. Maintenant, vous avez un type de collimateur qui vous dit vous n'avez pas de tracking, pas de sujet, pas d'intelligence. On fait la mise au point juste là où vous le demandez, sans chercher à comprendre pour vous ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est vraiment une ergonomie qu'ils ont encore raffinée, je trouve, et qui va permettre de faire plus de choses. On a aussi évidemment beaucoup évolué en vidéo, puisque c'est probablement là où le chamboulement est le plus important, puisque on a toute la gamme ciné qui a été ingurgitée dans ces boîtiers-là. Donc, on a de la 8K, on a de la 6K, on a du DCI, on a du 16 neuvième, on a de l'oversamplé. Attention, le 4K 60 est oversamplé sur le Canon R1, par contre, le 4K 60 n'est pas oversamplé sur le Canon R5 Mark II. Donc, on a de la 2K, c'est-à-dire qu'ils font un tout petit peu mieux que de la 1080p quand vous voulez faire du super ralenti à 240 images par seconde. Et donc, c'est en vidéo où on a le plus de changements dans les menus. En fait, ils ont ingéré toutes les technologies de la C400 dans ces deux boîtiers-là. Et donc, en termes de codec, ils ont tout changé. Donc ici, on peut faire plus que du MP4. Et en fait, on a deux codecs principaux. Le XF HEVC qui est du H265. Donc, on est capable de faire du 422 10 bits ou du 420 10 bits au choix. Et le XF AVC qui devient un peu le codec par défaut. Et là aussi, on peut faire du 422 10 bits ou du 420 8 bits. Et ces choix-là, ils sont à combiner avec un autre menu que Canon a appelé image personnalisée. Et en fait, c'est une fonction Custom Picture qu'il faut activer. Une fois que cette fonction Custom Picture est activée, en fait, on a un nouveau menu dans lequel on choisit en fait quel rendu on veut. Est-ce qu'on veut du Rec 709, du Canon 709? Est-ce qu'on veut du Canon C-Log 2, du Canon C-Log 3, du PQ, du HLG? Est-ce qu'on veut du BT 709? Ou alors est-ce qu'on veut, pourquoi pas, importer des luttes et appliquer nos propres luttes sur les rushs qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'on n'a plus aucun problème à lui demander, par exemple, de faire du H265 en 422 10 bits et de l'autre côté du Canon 709, ce qui était impossible dans la génération précédente. Canon m'a autorisé à vous partager quelques slides, c'est des photos que j'ai prises pendant les conférences, juste pour vous dire qu'il n'y a pas eu tant de générations d'autofocus chez Canon. On peut voir que le premier dual pixel, il date de 2013, qu'il a fallu attendre 2020 avec le Canon R5 et le Canon R6 pour avoir un dual pixel AF2, et que le Canon R3 était toujours dans cette génération-là, et que là, ils viennent de passer au dual pixel intelligent AF ou dual pixel AF3, qui incorpore toutes les nouveautés qu'on va dire. Juste pour dire, ce type d'évolution de génération chez Canon, c'est quand même quelque chose qui est assez rare, qui n'est pas garanti à chaque génération de produits et qui est forcément un événement majeur. Certains m'avaient interrogé sur l'autonomie. Sachez que sur l'autonomie, c'est plutôt une bonne surprise. Vous avez 30% d'autonomie en plus si vous vous mettez en économie d'énergie, 70% d'autonomie en plus si vous vous mettez en mode normal. En termes de cadence de rafraîchissement du viseur, on est à 120 images par seconde jusqu'à ce qu'on déclenche et qu'on commence la rafale où on passe à 60 images par seconde. Il y a une nouvelle fonction dans ces boîtiers-là, c'est la détection des photos floues, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, après avoir fait une rafale, voir dans le boîtier, c'est le boîtier directement qui va vous indiquer cette photo est floue, et pourquoi pas, vous pouvez les supprimer. En tout cas, c'est là pour accélérer votre tri. Exactement comme Sony l'a introduit pour le Sony A9 III, on peut faire varier la cadence de la rafale sur cette nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on peut se dire, on se met à 15 images par seconde, j'ai un bon buffer à 15 images par seconde, mais lorsque j'appuie sur un bouton que vous avez désigné, vous doublez par exemple la cadence de la rafale pour vous mettre à 30
30 images par seconde. Et dès que vous relâchez, on repasse à 15 images par seconde. Donc ça, c'est une fonction qui est intéressante probablement à utiliser sur le terrain. Allez, une slide sur le Canon Log 2 vs le Canon Log 3. Le Canon Log 2, il est là pour vous donner 16 stops de dynamique. C'est 2 à 3 stops de dynamique supérieurs à un Canon Log 3. Il va être peut-être un tout petit peu plus délicat à étalonner. Il faudra voir ça dans les tests. Mais clairement, on est sur le meilleur log aujourd'hui disponible chez Canon. Et pour moi, c'est une révolution dans le monde vidéo chez Canon. Canon aussi, dans cette nouvelle génération de produits, a amélioré la précision de l'exposition. En fait, ils sont passés d'une grille qui faisait 384 zones à une grille qui fait 6144 zones. C'est-à-dire que la zone qui va pouvoir utiliser pour faire la mise au point va pouvoir être beaucoup plus précise. Par exemple, on peut voir ici qu'il va pouvoir prendre ce petit carré ici qui contient le visage de façon à faire une exposition plus juste que ce qu'ils étaient capables de faire avant. Avec tous les changements issus de la Canon C400, en fait, la structure des fichiers à l'intérieur de la carte SD a complètement changé avec des noms qui sont complètement différents et une structure de dossier complètement différente. Le but de Canon, c'est aussi de pouvoir que vous ayez le maximum de métadonnées à l'intérieur de vos fichiers vidéo, alors qu'avant, vous aviez quasiment aucune métadonnée. Je vous disais qu'ils avaient cette nouvelle fonction qui vous permet d'un dual shooting, c'est-à-dire de faire des photos pendant que vous êtes en train de prendre des vidéos, et même pourquoi pas des rafales de photos alors même que vous êtes en train d'enregistrer une vidéo. Alors sachez que c'est une fonction qui marche, mais c'est une fonction où vous ne pouvez pas faire la qualité maximale de photos et la qualité maximale de vidéo. Donc typiquement, c'est quelque chose sur le R5 Mark II qui va marcher que si vous êtes en train de faire de la vidéo en 1080p 30 images par seconde. Là, à ce moment-là, vous pouvez prendre des JPEG à 33 millions de pixels. Donc vous n'avez ni la qualité max en vidéo, ni la qualité max en photo. Mais par exemple, pour un journaliste, c'est probablement quelque chose qui pourrait suffire. Enfin, combien de temps on peut filmer avec le R5 Mark II avant surchauffe? Alors ça, c'est les données officielles, mais elles sont très intéressantes. Donc on s'aperçoit qu'avec la caméra seule, sans grip, on est capable de filmer 18 minutes en 8K 60 RAW. On est capable de filmer 37 minutes en 8K 30 compressé. Donc ça me confirme bien qu'on peut faire de la 8K compressée sur le Canon R5 Mark II, chose qu'on ne peut pas faire sur le Canon R1. 4K 120 long op 22 minutes et on est capable de filmer au moins 2 heures sur de la 4K 60 long op. Donc on s'aperçoit quand même que la surchauffe, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont pris au sérieux. Et donc on a cette possibilité d'avoir un grip avec la ventilation active qui permet d'améliorer notamment la 8K 30 en compressé. On passe de 37 minutes à plus de 2 heures de 8K 30 compressé avec ce nouveau grip. Certains m'interrogeaient, est-ce qu'on a progressé en basse lumière? Non, en fait, le Canon R1 est exactement comme un Canon R3 en basse lumière et le Canon R5 Mark II a progressé de 0,5 EV par rapport au Canon R5 première génération. Et si on regarde par rapport à la concurrence, le Nikon Z9 est à 6,5, donc c'est exactement comme un Canon R5 Mark II et c'est moins bien qu'un Canon R1. Par contre, le Sony A1 est le moins bon, moins 4V, c'est clairement le plus faible aujourd'hui en basse lumière. Et j'ai dépilé mes tests de buffer. En fait, on peut faire une rafale de 4,5 secondes à 30 images par seconde en 0 sur le R5 Mark II. Et si vous passez à 15 images par seconde, vous pouvez tenir la rafale pendant 15 secondes. Et sur le Canon R1, j'ai constaté qu'on pouvait tenir 10 secondes à 40 images par seconde en 0. Donc c'est clairement le Canon R1 qui dispose de la rafale la plus polyvalente. En commentaire, j'ai encore toujours des gens qui disent « Mais à quoi ça sert 30 images par seconde ?» Moi, je vous le dis sincèrement, 30 images par seconde, c'est vraiment pas trop. Moi, j'adore les 120 images par seconde du Sony A9 III. Mais regardez en fait le détail sur une action de sport. Là, il n'y a pas deux photos qui sont strictement la même. Donc ça va vous permettre en fait d'avoir toujours le meilleur instant. Et là, probablement, vous voyez que si j'en avais eu plus encore, comme sur le Canon R1, j'aurais eu peut-être encore légèrement mieux. Mais oui, arriver à découper un mouvement en maximum de photos, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir des meilleures photos, et j'assume de le dire. Avec la nouvelle fonction qui réduit le bruit en créant un JPEG, on s'aperçoit qu'en fait, on atteint à peu près des résultats équivalents à un ISO 800. Là, j'ai comparé ISO 800 en RAW VS 12800 ISO avec le Noise Reduction IA que vient introduire Canon. Alors, c'est pas strictement identique parce que quand on regarde bien dans le détail, ici, par exemple, tout ce pattern qu'on a sur le Canon R1, on l'a perdu avec la réduction du bruit et tout le bruit qu'il y avait à 12800 ISO. Donc, il n'y a pas de miracle. Une photo à 12800 ISO sera jamais aussi bonne qu'une photo native à 800 ISO. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu de loin, et notamment à 100%,
C'est pas évident hein, de trouver la différence entre une photo prise à 800 ISO et une photo débruitée à 12 800 ISO. Sur l'upscaling, en examinant bien mes images, je me suis quand même aperçu qu'on arrivait à trouver des artefacts, hein. Vous voyez ici au niveau des cheveux, on s'aperçoit qu'il a quand même un peu galéré, on a perdu le naturel des cheveux qu'on avait de base. On voit ici qu'on a beaucoup de pixels blancs qui se sont créés, donc des artefacts. En dépilant mes 15 000 photos, je me suis aperçu à quel point le mode priorité action est rapide et permet réellement de sauver des photos. Clairement, c'est des photos, je pense sincèrement, comme celle-ci, où jamais de la vie j'aurais pu avoir une photo nette sans ce mode-là, parce que ça va extrêmement vite sur le terrain et que le visage était caché, et que dès que le visage apparaît, l'autofocus l'a capté et a fait la mise au point dessus. Donc je dois dire qu'en dépilant les photos, on se dit waouh, quel autofocus quand même. Malgré tout, je me suis plaint hein, d'un buffer un peu court. Là, j'avais fait les tests dans ma chambre d'hôtel où j'avais un peu mesuré la durée du buffer. Donc ici, on était sur un peu plus de 4 secondes. Il y a un comportement quand même que moi, j'aime pas du tout, qui était apparu, je trouve, avec le Canon R7. C'est que quand la rafale, quand on arrive au bout du buffer, la rafale ne se contente pas de diminuer et de continuer à une vitesse diminuée sur une durée. Elle s'arrête. Là, par exemple, je passe de 6,60 à 8,13. Donc de 6,60 à 8,13, j'ai aucune photo. Et moi, sur le terrain, il m'est arrivé avec le R5 Mark II. Vous voyez, ici, je prends l'action un peu tôt. Je ne sais pas exactement combien de temps va durer l'action. Ici, il décide de faire un gris-gris. Ça prend un tout petit peu plus de temps. Et en fait, regardez le moment où le ballon, vous voyez, le ballon, il se téléporte là. C'est parce que pendant une seconde, la rafale s'arrête. J'ai atteint la limite de mon buffer. Donc, juste pour dire, ça permet quand même de faire tout ça. C'est déjà très bien. Mais parfois, attention, il faut arriver à faire des petites rafales comme sur le R7 parce que potentiellement, à un moment donné, on peut saturer et plus avoir de photos du tout. Voilà, j'ai essayé de vous partager un maximum d'informations. Un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu suite à la première vidéo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!